Caillé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Je suis très touchée d'être accueillie chez vous, à votre domicile, dans cette région de Carcassonne. Quand on est arrivé, on serpentait entre les vignes, les couleurs étaient magnifiques. Oui, surtout à cette période. Ouais, merci. C'est un plaisir. Je voulais vraiment vous rencontrer à cause d'un petit livre que vous avez écrit en 2018 qui s'appelle « Œil pour œil, don pour don » et qui nous parle particulièrement aux petites cantines. Est-ce que vous serez d'accord pour le replacer un petit peu dans votre œuvre, nous expliquer dans quel contexte est-ce que vous l'avez écrit? Comment est-ce qu'on pourrait raconter ça au plus simple et au plus vite? Moi je suis un universitaire. J'ai fait en même temps des études d'économie et des études de sociologie, en basculant sans arrêt d'un registre à l'autre, et ce qui m'a permis d'être étonné par le contraste entre la vision des sujets humains qu'ont les économistes et celle qu'on peut avoir en sociologie, ou plus précisément en anthropologie. En simplifiant évidemment beaucoup, mais pour aller quand même à l'essentiel, pour les économistes, les sujets humains sont des individus séparés les uns des autres, mutuellement indifférents, dira le philosophe John Rawls, autrement dit, qui ne se soucient pas des autres, qui se soucient uniquement de leur intérêt individuel et qui cherchent à maximiser leur utilité propre ou à satisfaire leurs propres préférences sans se soucier de celles des autres. En anthropologie, j'ai lu très jeune un texte que je considère comme le plus important de l'histoire des sciences sociales et même sans doute de la philosophie politique, même s'il n'est pas du tout classé dans ce registre-là. C'est un livre qui s'appelle « L'essai sur le don », publié par Marcel Mauss en 1925. Marcel Mauss était le neveu, l'héritier intellectuel d'Émile Durkheim, qui fonde la grande sociologie française aux alentours des années 1900. Et Mauss était spécialisé dans cette école sociologique, dans l'ethnologie ou les sciences des religions, etc. Il était professeur au Collège de France. Et c'est un lecteur acharné, dont les élèves disaient « Mauss sait tout ». Il parlait, je ne sais pas combien, 15 ou 20 langues, et il lisait dans des langues les plus étranges, etc. Et en 1925, dans ce texte qui s'appelle « L'essai sur le don », il réunit toutes les connaissances ethnologiques ou ethnographiques de son temps sur les sociétés les plus diverses pour établir quelques idées fondamentales. L'idée fondamentale, c'est que, au contraire de ce que pensent les économistes, l'homme économique, ce que les économistes appellent l'homo economicus, l'individu calculateur, rationnel dont j'ai parlé tout à l'heure, cet homo economicus n'a pas toujours existé. Je reprends les formules de Mauss. L'homme n'a pas toujours été un animal économique. Il n'y a que peu de temps qu'il l'est devenu, et ajoute Mauss, et qu'il s'est doublé d'une machine à calculer. Qu'est-ce qu'il était, cet être humain, avant d'être un animal économique, doublé d'une machine à calculer? Eh bien, il était un sujet, bien sûr, pris en société et soumis à ce que Mauss a appelé la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Voilà. Ça, c'est la règle sociale fondamentale pour devenir un sujet humain, reconnu comme proprement humain. Autrement dit, à la racine du rapport social, dans les sociétés, appelons-les les sociétés premières, à la racine du rapport social, il n'y a pas le contrat social, et pourtant, pensez à toutes les philosophies modernes qui reposent sur l'idée du contrat social des individus séparés qui calculent leurs intérêts respectifs pour savoir s'ils ont intérêt ou pas à vivre en société, à quel prix, etc. Non, au départ, il n'y a pas un contrat social passé par des individus séparés qui ne connaîtraient pas la société. Il y a le don, on peut dire le don, voilà. Alors, ce mot don, il est évidemment assez compliqué parce qu'il est surchargé de tout un ensemble de connotations qui lui sont apportées par la tradition chrétienne, notamment. Il est assimilé à l'altruisme radical, voire au sacrifice, à la limite, pour donner véritablement, c'est ce que pensent beaucoup d'auteurs, soit théologiens, soit des philosophes, il faudrait se sacrifier totalement. Voilà. Et le don serait mu par un pur instinct de charité, par un altruisme premier, irréductible. Bon, c'est pas ce que découvre Mauss. Ce qu'il découvre, c'est l'obligation de donner, mais c'est une obligation sociale. Mauss parle de l'obligation de donner, recevoir et rendre. Voilà. C'est intéressant ça, parce que moi j'associe spontanément le don à la liberté, et là Marcel Mauss l'associe à une obligation. Alors c'est très bien que vous disiez ça, j'en suis très content, parce que effectivement c'est la tension fondamentale au sein du don. C'est l'obligation d'être libre, l'obligation sociale d'être libre.
Alors, cela dit, petite parenthèse, mais un peu érudite, je découvrais récemment qu'une des inspirations de Mauss jamais dite, c'est Rousseau. Et Rousseau bâtit toute son œuvre sur cette tension, notamment dans le contrat social. Il a cette phrase étonnante à propos des sujets de la démocratie: on les forcera à être libres. On les forcera à être libres. Voilà. Et la société oblige, obligation sociale, les sujets à être libres de donner. Voilà, donc c'est une très belle tension. Et si je reformule ce que vous venez d'expliquer, ça veut dire que le lien social ne trouve pas son fondement dans la relation de contrat, de troc, de donnant-donnant, absolument, mais plutôt dans la relation de don et de contre-don, prise en tant qu'obligation. Voilà. Ça, c'est vraiment un changement d'imaginaire très profond. C'est un changement absolument radical. Absolument radical. Okay. Autrement dit, il s'intéresse à la rivalité pour donner. Alors, de cette rivalité pour donner, il donne toute une série d'exemples. Le plus connu, c'est la pratique des Indiens du nord-ouest de l'Amérique, les Indiens Kwakiutl, qui s'appelle le potlatch. Alors, c'est une relation dans laquelle chaque sujet qui veut devenir chef, qui veut arriver au sommet... C'est des relations de pouvoir. C'est aussi des relations de pouvoir. Rivalise pour donner, pour écraser son rival par le don qu'il fait. Il s'agit de mettre son rival à l'ombre de son nom, dit Mauss, et d'apparaître comme le plus généreux possible. Et à la limite, il s'agit même plus de donner, on peut même tout détruire, pour montrer qu'on n'est pas attaché à la richesse matérielle. Il y a quelque chose de violent dans le don, parce qu'un don qui ne peut pas être rendu place celui qui le reçoit sous la domination de celui qui a donné. Donc ça peut être un instrument d'asservissement. Une relation de pouvoir, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Voilà. C'est des choses qu'on peut ressentir aujourd'hui dans nos actes dits de charité. Mais bien sûr. Quand on se dit que cela maintient chacun à une place figée. À une place figée et dominée, bien évidemment. C'est toutes les ambiguïtés du don. Ça me parle parce qu'aux petites cantines, on a... Donc nous, on fait des restaurants qui ont deux caractéristiques. Ils sont participatifs et à prix libre. Donc ce sont des espaces relationnels puissance 10. Et on a rédigé ensemble une charte qui définit ce qu'on est et du coup par défaut ce qu'on n'est pas. Et dans le petit article qui concerne la gouvernance, on a mis que chacun s'engage à ne pas dominer ni à être dominé. Et donc c'est quand même une posture proactive que de ne pas accepter de se laisser dominer. Tout à fait. Tout à fait. Donc il faut savoir en quelque sorte manier le don à bon escient. Alors, le don, j'essayais de le dire, il comporte de la violence. Et d'ailleurs, dans un petit article que Mauss écrit en même temps que l'essai sur le don, qui s'appelle Gift, il note que dans les langues germaniques anciennes, c'est le même nom qui désigne le don et le poison. Ce qui va faire du bien et ce qui va tuer. Et ce n'est pas seulement dans les langues germaniques, gift on le voit bien en anglais, c'est également dans le grec ancien. Dosis, c'est la dose, c'est le don et la dose de poison, ou la dose de produits pharmaceutiques. Pharmakos, pharmacie, c'est pareil. En fait, tout ce vocabulaire de la médecine et du remède montre que ce qui est un remède d'un côté peut tuer de l'autre. C'est une question de dosage. Voilà. Donc, il y a de la violence dans le don, mais cette violence, elle a une vertu fondamentale, dès lors qu'elle est maîtrisée par le rituel, c'est qu'elle permet de faire la paix. Elle permet de construire la paix. Construire les conditions de la paix. Construire les conditions de la paix. Donc, ce don agonistique, qui contient de la violence, est en même temps une manière de reconnaître l'autre, de lui accorder de la valeur, tout en affirmant sa propre valeur. Donc c'est... Ce que ne permet pas le contrat social ? Construire la paix ? Alors, on va le dire autrement. À ce moment-là, dans l'essai sur le don, Mauss parle tantôt de don-échange ou tantôt d'échange-don. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le don qu'il décrit, il y a une dimension d'inconditionnalité, une dimension de conditionnalité. Ok, il y a deux types de... Qui s'enchevêtrent. Okay. Dimension de conditionnalité, c'est le troc, c'est le marché. Je te donne ceci, si tu me donnes cela. Do, utudes. Je te donne quelque chose pour que tu me donnes quelque chose. Ça, c'est le contrat, c'est le marché, c'est le donnant-donnant, c'est le calcul réciproque. Non, très bien, ça a tout à fait sa légitimité. Mais il y a dans le don une autre dimension, au moins affichée, qui est une dimension d'inconditionnalité. Tiens, je te le donne, j'attends rien en retour. C'est la générosité ? C'est la générosité. C'est la monstration de la générosité. Je te montre que je suis généreux. J'étais libre de donner.
Si j'étais pas libre, ça serait pas un don. J'étais libre de te donner et tu es libre de me rendre ou de ne pas me rendre. C'est ça qui fonde la liberté des sujets. Voilà. Et il faut qu'il y ait ces deux dimensions, d'une certaine façon. C'est ce que j'appelle l'inconditionnalité conditionnelle. Aucun rapport social, aucun rapport de couple, aucun rapport amical, aucun rapport politique, d'une communauté politique, ne peut fonctionner s'il ne repose pas sur une inconditionnalité première. On est inconditionnellement ensemble. Une fois que cette inconditionnalité est posée, il faut que chacun y trouve son intérêt. Okay. Bien évidemment. Ça, c'est la conditionnalité. Donc c'est un acte de confiance à l'origine. C'est un acte de confiance, c'est le pari de confiance. Le don, c'est l'opérateur de la confiance par excellence. C'est le seul moyen de sortir justement des calculs d'intérêt réciproque des partenaires de la relation que met ensemble, par exemple, ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Enfin, toute une littérature là-dessus. Oui. En résumé, vous disiez, est-ce qu'on ne peut pas se contenter du contrat ? Le contrat, les calculs d'intérêt ne peuvent pas fonctionner tout seul s'il n'y a pas une instance inconditionnelle qui garantit qu'ils seront respectés. Okay. Donc le don, c'est l'opérateur de la confiance. Oui, et de l'alliance. Et de l'alliance. Et vous croisez ça avec l'approche hegelienne et de la reconnaissance. Oui, oui. Vous avez fondé votre propre école de pensée. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les deux s'entrecroisent ? Oui. Le rapport social ne repose pas sur le contrat. Il repose sur cette obligation de donner, autrement dit, cette obligation de se montrer généreux. Après, toute une série de discussions. Est-ce qu'on est réellement généreux ou pas ? On y reviendra sans doute. Hein. En tout cas, il faut montrer qu'on est généreux, qu'on peut l'être. Voilà. Creusons un petit peu les choses. Pour les économistes, finalement, ou ce que j'appelle les utilitaristes de manière plus générale, il y a un seul mobile pour les actions humaines, l'intérêt personnel. Après, ça peut se décliner de toutes les manières possibles, intérêt de survie, intérêt matériel, intérêt financier, intérêt sexuel, intérêt de prestige, intérêt de ce qu'on voudra, mais l'intérêt individuel. Bien. Ce qu'on voit avec Mauss, dans l'essai sur le don, puis dans d'autres textes, c'est en fait une autre représentation beaucoup plus complexe, mais en même temps maniable, des relations entre les sujets humains, qui est une vision que je dirais tétradimensionnelle, à 4 dimensions. Ce qu'on peut dire, c'est que les sujets humains sont animés par 4 mobiles organisés en 2 paires d'opposés. Vous faites de la géométrie, là. Je fais de la géométrie. J'aime beaucoup raisonner par 4. Peut-être couper les cheveux en 4, ou en tout cas les concepts en 4, si possible. Bien évidemment, dans tous nos actes, il entre une part d'intérêt individuel. C'est évident. D'abord, on essaie de survivre, une première chose, de manger, de boire, etc. Bon, okay. Mais tout aussi premier, dès les premiers jours de l'enfant, il y a un intérêt pour autrui. Dès les premiers jours, l'enfant est capté par le regard des autres, essaie de s'accrocher dessus. Et ce n'est pas un dérivé de l'intérêt pour soi. On le voit bien, toutes les maladies hospitalières des enfants, les enfants, on peut les nourrir, etc. S'il n'y a pas un peu d'affection, ils crèvent. Oui, il y a des expériences qui ont été faites avec des nurses qui avaient un voile sur le visage pendant les 2 premières années de l'enfant. Et au bout de ces 2 années, l'enfant meurt. Il meurt, absolument. Donc, l'intérêt, ce que j'appelle l'intérêt pour autrui, qu'on pourrait aussi appeler l'aimance, l'apostrophe, est aussi premier que l'intérêt pour soi, aussi vital. Ce n'est pas un dérivé de l'intérêt pour soi, il est tout aussi premier. Il y a de l'obligation sociale. Très simplement, on sera bientôt à Noël, il va bien falloir acheter des cadeaux pour les enfants, pour la famille, etc. On ne peut pas y couper. Voilà. Alors, on peut y couper, on peut faire des cadeaux plus ou moins modestes, il y a une part de liberté. Il y a une part d'inventivité dans les cadeaux. Donc, il y a d'un côté de l'obligation et de l'autre côté de la liberté, et ce que j'appelle de la liber-créativité. Créativité, on peut être plus ou moins malin dans le repérage des cadeaux. Est-ce que ça va faire plaisir, pas plaisir, etc. Combien ça va coûter, voilà. Donc, on se retrouve avec 4 mobiles, et non pas un seul. Intérêt pour soi, intérêt pour autrui, de l'obligation et de la liberté. Et non seulement on a ces 4 mobiles, mais ce que montre assez bien Mauss, c'est que il faut qu'il soit à peu près équilibré. S'il n'y a que de l'intérêt pour soi, c'est la loi de la jungle. Winner take all, on peut tuer n'importe qui pour arriver à ses fins. S'il n'y a que de l'intérêt pour autrui, on va se retrouver dans tous les discours sacrificialistes. Alors, Mauss écrit au moment de l'expérience bolchevique. Il écrit en même temps un article sur la critique du bolchevisme, qui fonctionne théoriquement à l'amour du prolétariat, au dévouement pour le parti, etc. Bon, c'est mortifère. Voilà. S'il n'y a que de l'obligation sociale, on est dans l'arrêt, c'est du formalisme, c'est stérile, rien de secret. S'il n'y a que de la liberté, il y a des grandes chances qu'on bascule dans la perversion.
Je suis totalement libre, je peux faire n'importe quoi, ce qui me plaît, etc. Pas de problème. Bon. Voilà, il faut donc que ces 4 mobiles s'équilibrent à peu près, à la fois pour les sujets individuels, pour qu'ils puissent trouver leur trajectoire de vie, et je dirais à la fois également pour les sociétés. Ça me parle ce que vous dites parce qu'aux petites cantines, Oui. donc on a un modèle fondé sur le prix libre. Oui. Ça veut dire qu'on a une règle, c'est que tout le monde donne quelque chose. Il y a Oui. l'obligation de donner, Oui. mais chacun donne ce qu'il veut. Oui. Et quand les gens viennent un peu avant pour cuisiner, au début, on a un café d'accueil, où chacun se présente, on brise la glace, etc. Et parfois, les convives disent « Moi, je viens pour aider ici ». Et quand ils nous disent ça, on leur dit « Et qu'est-ce que tu veux recevoir ?» Oui, oui. Et souvent, il y a un gros blanc, parce que la personne n'a pas réfléchi à ça. Et souvent, il faut plusieurs expériences avant de se dire « Mais qu'est-ce que je viens chercher, en fait, pour moi ?» Donc, c'est latent, mais c'est pas toujours conscientisé. Ben, on peut peut-être formuler ça de la manière suivante, en disant que... Alors, une des conclusions à laquelle on est arrivé en travaillant sur ces... Enfin, c'est une bûche qui s'écroule dans la cheminée. En travaillant sur ces thèmes-là, en essayant d'actualiser la leçon de Mauss, parce qu'il faudrait voir comment on peut l'actualiser. Oui. Parce qu'on peut toujours dire, bon, tout ça c'est bien gentil, c'est de l'histoire de sociétés sauvages, archaïques, ça ne nous concerne pas du tout. Oui, Marcel Mauss avait travaillé sur les sociétés primitives. Bien sûr, vous travaillez sur les sociétés contemporaines. On en dira peut-être quelques mots plus précisément tout à l'heure. Mais on pourrait quand même arriver à la conclusion suivante, c'est que fondamentalement les sujets humains ne sont pas des homo economicus, contrairement à ce que pensent les économistes ou les philosophies utilitaristes. Les sujets humains sont des homo donator. C'est un homo donator, c'est-à-dire les sujets humains veulent donner. Alors on pourrait nuancer, ils veulent être reconnus comme des donateurs. Ils veulent voir leur générosité reconnue. Voilà. Bon, ça change évidemment beaucoup la personne. Sachant qu'on ne parle pas uniquement d'argent. Oui, pas là, on peut parler de dons extra. Enfin, voilà, mais après, il faudrait voir en détail, parce qu'en fait, très souvent, toutes ces pratiques de spéculation financière ou d'investissement, ce n'est pas nécessairement la spéculation, se justifient en disant mais c'est des bonnes causes. Donc, ou alors il faut déjà servir la boîte, se donner à son entreprise, se donner à son activité. Et puis cette activité, il faut supposer qu'elle est socialement bénéfique. Et vous avez donc revisité, enfin plutôt actualisé Marcel Mauss dans nos sociétés contemporaines. Et pour poursuivre ce chiffre de 4 que vous aimez beaucoup, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous avez articulé votre réflexion autour de 4 verbes qui nous parlent beaucoup aux petites cantines, puisque j'ai l'impression que vous décrivez ce qu'on vit au quotidien. Il n'y a pas seulement dans le cycle du don le donner, recevoir, rendre, il y a à l'intérieur du cycle ou en extériorité du cycle, le présupposant, le demander. Donc, en fait, dans le cycle du don, il y a quatre temps: demander, donner, recevoir, rendre. Quand on est attablé aux petites cantines et qu'il y a un convive que je ne connais pas qui me demande de lui passer le sel, eh ben, je le remarque très fort maintenant, parce que c'est pas si facile de demander le sel à quelqu'un qu'on connaît pas. Et j'en vois beaucoup qui se lèvent et préfèrent contourner tout le monde pour aller prendre le sel ou le plat et se le rapporter parce qu'ils n'osent pas déranger. Donc c'est pas si facile. Demander, ça s'apprend. C'est très difficile. Donner, ça s'apprend. Et quand vous parlez de cycle du don, de paradigme du don, moi ce que je comprends, c'est qu'on peut rester bloqué à une de ces 4 étapes et ne pas voir ça de manière circulaire. Comme par exemple, on est tout le temps celui qui donne ou tout le temps celui qui reçoit. Bien sûr. Alors, Jean-Édouard intervient très souvent auprès des cadres supérieurs femmes. Voilà. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les femmes n'osent pas demander. C'est une des grandes raisons des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, on le sait bien d'ailleurs, c'est que les femmes n'osent pas demander. Elles se sentent moins légitimes pour demander que les hommes. Et donc, il me dit, chaque fois que j'expose mes histoires de dons à ces cadres supérieurs femmes et que je parle de la demande, ça résonne immédiatement. Donc, écrivons un livre ensemble. Alors, on a commencé par écrire un premier livre qui s'appelle « La révolution du don », appliqué à la question du management. Et « œil pour œil, don pour don », qui vous a plus particulièrement intéressé, a été la suite de ce premier livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la révolution du don ? Oui. Effectivement, j'ai envie de parler avant d'arriver au livre « œil pour œil, don pour don », écrit également avec Jean-Édouard Grésy. Parce que donc, ce livre se proposait d'appliquer ce que j'appelle le paradigme du don, autrement dit toutes les leçons qu'on peut retirer de l'essai sur le don de Marcel Mauss en l'actualisant,
se proposait d'appliquer ce paradigme au domaine des relations au sein des entreprises, relations sociales au sein des entreprises, donc au problème du management. C'était pas si évident pour moi parce que c'est un sujet qui, chez les universitaires, est considéré comme malpropre. Le management. Le management, on ne touche pas à ces choses-là, c'est vulgaire. Voilà. Mais je pense que c'est absolument fondamental de savoir comment... C'est pas considéré comme un sujet académique. C'est pas, si, mais en sociologie des organisations. Et donc on n'applique pas des propos mi-philosophiques, mi-anthropologiques, enfin, c'est louche. Voilà. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Voilà, tout à fait. Mais donc ce qui m'intéressait, c'était avec Jean-Édouard de travailler sur cette affaire de demande, de complexifier la vision du don. Et puis c'était aussi d'appliquer une distinction conceptuelle que j'ai faite depuis assez longtemps quand on a voulu actualiser la découverte de Mauss. Je le disais tout à l'heure, on pourrait dire ce que Mauss a découvert, c'est très gentil, mais ça vaut pour les sociétés archaïques, ça n'a plus aucun intérêt pour les sociétés contemporaines. Et d'ailleurs, quand Mauss lui-même ou Claude Lévi-Strauss, son héritier critique, parlent du don, ils le font comme si c'était un résidu. Les cadeaux de Noël, ou des échanges de tournées dans les cafés du midi chez Lévi-Strauss, c'est un petit truc presque anecdotique. Et non pas un élément structurant du lien social. Et non pas un élément structurant. Et je crois que ce qu'on a vraiment découvert de spécifique dans le cadre de la revue du Mauss, avec mon ami Jacques Godbout, un sociologue québécois, c'est que cette triple obligation de donner reste extraordinairement présente aujourd'hui encore. Simplement, on ne la voit pas parce qu'on ne distingue pas assez bien les deux types de rapports sociaux entre lesquels nous basculons en permanence. Et ces deux registres de la vie sociale que j'appelle respectivement la socialité primaire et la socialité secondaire. Socialité secondaire, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'administration, c'est le monde des relations impersonnelles, c'est le monde dans lequel ce qui compte, c'est d'abord l'efficacité. Au sein d'une entreprise, si les gens sont gentils, tant mieux, mais ce qu'on leur demande, c'est de faire leur boulot. Je vais à la poste, si la postière est gentille, tant mieux, mais on demande, ce que je veux d'abord, c'est que la lettre arrive. Bon, voilà. Donc ça, c'est utilitaire. C'est utilitaire, fonctionnel. Dans le monde de la socialité secondaire, la fonctionnalité des personnes importe plus que leur personnalité. Mais nous vivons aussi dans un tout autre monde. Le monde de la famille, le monde des relations amicales, le monde du voisinage, etc. Et dans ce monde-là, c'est le contraire. La personnalité des personnes importe plus que leur efficacité, que leur fonctionnalité. C'est pas que ça importe pas, la fonctionnalité. Il faut bien que quelqu'un fasse les courses, fasse la cuisine, qu'il rapporte de l'argent, etc. Mais a priori, on reste ensemble, inconditionnalité, aussi longtemps que la personnalité de l'autre importe plus que son utilité fonctionnelle. Une fois qu'on a dit ça, on peut revenir au monde de la secondarité, notamment au monde des entreprises, et voir des choses que très souvent les économistes et les sociologues ne voient pas. Les managers, notamment ceux qui sortent des grandes écoles de commerce, sont toujours des modèles plus ou moins mathématiques pour savoir comment bien organiser la division du travail entre les exécutants, etc., comment penser la hiérarchie. Ils ont une vision fonctionnelle des relations au sein des entreprises. En fait, ce qu'on découvre, c'est que pas seulement une entreprise, pour qu'une organisation fonctionne, ça peut valoir aussi bien pour un club de foot ou de basket ou n'importe quoi, une équipe de rugby. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de bien répartir les compétences techniques, il faut aussi que les relations entre les sujets humains fonctionnent, parce que les fonctions, elles sont accomplies par des humains. Et si les humains n'ont pas entre eux des relations qui tournent, rien ne marchera. Pour qu'une organisation fonctionne, il faut qu'entre les membres de l'organisation, il puisse y avoir une circulation de dons. Alors de dons de quoi ? De dons de tour de main, de savoir-faire, de dons de care, des dons de sollicitude, des dons d'intérêt. Comment ça va les petits aujourd'hui ? Il était malade l'autre jour, ça va bien. Et toi, qu'est-ce que vous faites pour les vacances ? Etc. Donc la relation d'abord. La relation d'abord. Les grands psychosociologues des entreprises dans les années 30, ce qu'on appelle l'école de relations humaines, il y a des tas d'expériences qui avaient été faites pour montrer que le déterminant principal de l'efficacité au sein d'une entreprise, ce n'est pas tellement le niveau de salaire, ni même l'éclairage ou la température ou la musique ou la perspective de vacances, c'est l'inscription dans ce qu'on appelle les relations informelles au sein de l'entreprise. Ces relations informelles, elles sont structurées par les relations de dons et de contre-dons. Moi, je t'ai bien vu quand j'étais à Nanterre, quand j'ai une grosse machine à Nanterre, des milliers de fonctionnaires, etc. Quand il s'agit
de faire aboutir un projet. Sur le papier, on peut toujours rédiger des choses grandioses. En fait, ça ne marche que si quelqu'un connaît quelqu'un au sein d'un autre bureau. Si on connaît quelqu'un au sein d'un autre bureau, il vous donnera à temps l'information utile. Sans ça, elle arrivera 3 semaines après, ça sera perdu. Voilà. Ça me parle parce que dans le modèle des petites cantines, Oui. Ce qu'on expérimente au Oui. quotidien, c'est qu'on a un objectif, Oui. c'est que le repas soit prêt à 12h15 Oui. ou Oui. à 19h, 19h30 le soir, Oui. qu'il soit bon, qu'il soit équilibré. Donc il y a quand même une exigence que l'hygiène Oui, soit là, bien c'est sûr. quand même exigeant. Mais pour ça, on démarre par la création de richesses relationnelles et l'atteinte de l'objectif va être une conséquence. Et on va déployer ça en modèle économique, puisque par cette logique de don et de contre-don, on donne un repas aux convives qui vont contre-donner ce qu'ils veulent en retour. Eh bien, il va y avoir une création de richesse économique qui va nous permettre de chercher à fonctionner sans subvention d'exploitation, ce qui nous aide à déconstruire la relation aidant-aidé, non seulement d'un point de vue interpersonnel, mais aussi d'un point de vue de modèle socio-économique. Et notre grande surprise, depuis 7 ans, c'est que ça marche. Eh oui, c'est déstabilisant, mais c'est réconfortant. C'est réconfortant, ça veut dire que le moteur du don, ça marche. Fondamentalement, c'est ça. Ça marche économiquement. Et oui, ça veut dire qu'il y a bien une économie du don, bien sûr. Et qui n'a rien à voir avec le fait de chercher à moraliser l'économie, de verdir l'économie, mais qui replace l'économie au service de la relation ou comme conséquence de la relation et non l'inverse. Et ça, pour quelqu'un aujourd'hui, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Moi, ça me parle beaucoup, parce que ce que nous disons nous parle beaucoup à l'un à l'autre. Parce que, par exemple, moi, je suis en relation avec beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et certains des théoriciens de l'économie sociale et solidaire voient l'économie sociale et solidaire comme un autre modèle économique. Mais je leur dis non, ce n'est pas un modèle économique. Ça ne peut marcher que si c'est un autre modèle de relation sociale qui a des conséquences économiques. Mais ce n'est pas un autre modèle économique. Ce n'est pas de la solidarité, c'est beaucoup plus subversif que ça, en fait. Oui. C'est le socle conceptuel qui a changé, en fait. Qui a changé. Le socle anthropologique. Voilà. On voit plutôt qu'il est redécouvert. C'est le socle anthropologique. C'est un autre type de relation entre les sujets humains. Alors, ils peuvent dire oui, mais c'est parce qu'il y a la démocratie, mais la démocratie, elle ne marche pas très bien en tant que démocratie au sein des entreprises de l'ESS. Par contre, ça peut être un autre type de rapport humain. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de véritable efficacité économique. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant dans votre essai Œil pour œil, don pour don, c'est que vous donnez les clés pour passer à l'action. Et vous caractérisez, vous nous donnez une lecture logique et non pas uniquement de ressenti subjectif sur comment est-ce qu'on peut détecter la création de valeurs relationnelles ou la pathologie relationnelle et comment on peut se mettre à apprendre ce cycle du don. Les sujets humains désirent voir leur valeur reconnue, ils désirent être reconnus. Alors il y a des grands discours philosophiques sur le désir de reconnaissance. Il me semble que ça tourne un petit peu à vide si on ne précise pas qu'on désire être reconnu comme ayant de la valeur. On peut traduire l'autre mot autrement, comme ayant de la dignité, ce qu'on voudra, mais moi je préfère de la valeur. Et ayant de la valeur en tant que donateur. Juste un mot comme ça lancé en l'air trop abstrait, on va être reconnu pour sa générosité ou pour sa donativité, sa participation à la donation. Donc la donativité, c'est un cycle harmonieux du don, pas un cycle bloqué. Oui, alors c'est 2 cycles. Bon, on va y revenir par un autre biais après. Mais donc on en était à la découverte l'intuition que j'avais eue, confortée par la visite de Jean-Édouard Grésy. Dans le cycle du don, il n'y a pas seulement donner, recevoir, rendre, il y a demander, donner, recevoir, rendre. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a dit que le don est un opérateur de reconnaissance de la valeur de celui à qui on donne et de reconnaissance de la valeur du donateur, les deux étant interdépendants. La question se pose de savoir comment est-ce que ça peut marcher bien, parce que ça ne marche pas nécessairement bien. Alors, ça peut marcher très très mal si les sujets refusent d'entrer dans le cycle du don. S'ils refusent d'entrer dans le cycle du don, que j'appelle le cycle symbolique, celui qui réunit, au lieu d'avoir demandé, donné, recevoir, rendre, on aura ignoré, j'ai rien à faire avec vous, je ne vous connais pas, vous ne m'intéressez pas, donc non pas demander, mais ignorer, non pas donner mais prendre, non pas recevoir mais refuser, et non pas rendre mais garder. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le cycle diabolique. Donc à chaque fois qu'on ignore,
qu'on prend prend, au lieu de donner, qu'on refuse, et qu'on et garde, qu'on garde, on divise. on divise. On crée de la violence. Ouais, on est dans le domaine de la violence, dans le domaine du diabolique. L'étymologie, c'est symbolique, c'est ce qui met ensemble, sim, et Sunbalain, diabolique, c'est ce qui sépare. Diabalain. Diabalain, absolument. Et Voilà. notre modèle de société aujourd'hui est dans lequel de ces deux symboliques? Alors, d'autres modes de société, c'est compliqué parce qu'en principe, c'est une tentative de. En théorie, la société repose sur le contrat, hein, sur des sujets utilitaires qui ne pensent qu'à leur intérêt individuel. Donc, c'est une société qui essaie de faire société, donc de rassembler, le Simbalen, à partir de sujets qu'on pose comme des sujets séparés et qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, c'est le paradoxe de toute la modernité démocratique. Alors, maintenant, posons la question, même entre des sujets bien disposés, qui veulent être amis, qui veulent avoir des bonnes relations les uns avec les autres, qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas bien? Alors, et mon hypothèse, c'est que ce qui fait que ça ne marche pas, ça peut ne pas bien marcher, c'est qu'il n'est pas si facile que ça de bien reconnaître la valeur des autres, telle que les autres estiment l'avoir, ou de faire reconnaître sa propre valeur. Et le cycle du don ne marche pas si facilement que ça. Dans le demander, un certain nombre de sujets, au lieu de demander, exigent. Une demande sans laisser à l'autre la liberté de refuser. Sans laisser à l'autre refuser. Ils essaient d'imposer leur demande, voilà, sans même s'en apercevoir éventuellement. Simplement, ils ont un ton de commandement qui immédiatement bloque toute la relation. Inversement, il y a tout un ensemble de sujets qui n'osent pas demander. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Ou les femmes, parfois, dans les qui minimisent. J'ai une petite question. J'ai une petite voix, j'ose à peine le demander. Voilà. Et du coup, comme on ne sait pas très bien à qui on a affaire, on n'a pas trop envie de lui donner parce que la demande n'est pas claire. Voilà. Dans le moment du don, eh bien, il y a, certains veulent être des donateurs absolus, ils veulent apparaître dans la splendeur du don. Et ils ne se posent pas la question de savoir si c'est vraiment ce que les autres attendent, ou si les autres ne vont pas être écrasés par le don qui est fait. Parce que rappelons-nous ce qu'on voyait avec Marcel Mauss, un don qui ne peut pas être rendu écrase. Il conduit à la limite en esclavage. C'est l'instrument de la domination. Et puis de même, dans la relation sociale, il y a ceux qui ne veulent jamais donner. Ils viennent dîner, ils apportent rien du tout, un vin absolument dégueulasse, ou ils ont tous les bons prétextes pour ne rien apporter. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver là aussi. De même pour le... demander, donner, recevoir. Il y a ceux qui ne savent absolument pas recevoir parce qu'ils pensent que tout leur est dû. Donc ce qu'ils reçoivent, ils ne le voient pas comme un don, ils le voient comme un dû. Donc, là, ou ceux qui disent il fallait pas, il fallait surtout pas, surtout pas parce que ça m'oblige, ça me gêne, ça me met mal à l'aise, voilà. Et puis il y a au contraire ceux qui en font trop dans le recevoir, qui sont toujours extasiés. Ah, c'est magnifique, c'est extraordinaire ce que vous avez apporté, c'est superbe. Donc ça fausse la relation, on ne sait pas très bien quel est le degré d'authenticité, de vérité de la reconnaissance. Et puis pareil pour le moment du rendre, il y a ceux qui veulent être quitte le plus rapidement possible, surtout ne rien devoir à personne, et donc tout transformer en relation monétaire, j'ai payé, c'est gay. Et puis il y a ceux, au contraire, qui sont dans l'angoisse permanente de ne pas avoir assez rendu, c'est les obsessionnels. On le sent très fort au niveau de la caisse à prix libre. En théorie, le prix libre, dans l'esprit des convives, c'est super, parce que ça permet que le prix ne soit pas un frein au fait de pouvoir s'offrir le restaurant. Donc en théorie, c'est génial. Mais après 7 ans de pratique derrière la caisse à prix libre, je peux vous dire que c'est extrêmement inconfortable. Et qu'en fait, il y a même des convives qui ne viennent pas ou plus, ou moins souvent que ce qu'ils pourraient, parce qu'ils sont freinés par cette expérience du prix libre. Bien sûr, et en fait, autour de la caisse, les gens nous posent 2 questions. La première, c'est combien ça vous coûte? Ils veulent une transparence de la structure de coût, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'ont pas d'outil de comparaison. C'est-à-dire, comme ils ne savent pas combien ça coûte un soin à l'hôpital, ou quelle est la structure de coût d'un téléphone portable ou autre, en fait, c'est compliqué d'avoir une conscience des choses. Mais la deuxième question qu'ils nous posent, c'est combien donnent les autres? Et en fait, ça peut être extrêmement complexant. Et moi, ça me fait percevoir que la relation de dette est parfois beaucoup plus facile. Dites-moi combien il faut que je donne, que la relation de don, mais bien sûr. qui est très inconfortable. On n'est pas éduqué pour ça. Mais la relation de don est très, très inconfortable, très, très compliquée. C'est pour ça, d'ailleurs, que toute la modernité, c'est une des raisons pour lesquelles toute la modernité s'est construite sur l'éradication des relations de don.
Si vous prenez le grand livre, celui qui est considéré comme le premier livre d'économie politique, La richesse des nations d'Adam Smith, 1776. Alors, on cite toujours la fable du boucher dans laquelle Smith dit c'est pas de la bienveillance du boucher qu'on attend de la viande, etc. C'est de son intérêt bien compris. Okay, mais juste avant, il y a un passage qui est plus intéressant. Il dit on ne peut pas compter pour fonctionner en société sur les relations de dons, parce que ces relations sont avilissantes. Et puis en plus, on n'a pas le temps. On dépend de milliers de personnes. S'il fallait avoir des relations de dons avec tout le monde, on n'y arriverait pas. Et puis, c'est des relations serviles, avilissantes. Donc, il faut se débarrasser du don en économie. Donc, il avait une blessure là-dessus, pour parler comme ça. Probablement. Mais c'est une blessure qui est plus générale. Et de même, et là, on rejoint le lien très ambigu, très ambivalent entre le don et le pouvoir, la recherche de domination qu'on a vu à propos du potlatch tout à l'heure. Le don, il a été perçu très très longtemps comme la marque de fabrique des aristocrates ou des nobles, de ceux qui avaient les moyens. Du lien féodal, de ça, et la marque de la domination religieuse. Parce qu'il y a le don de Dieu premier, dont on ne peut pas s'affranchir, et voilà, etc. Donc le don est quelque chose dont toute la modernité démocratique a essayé de se débarrasser. S'émanciper, en rationalisant les systèmes, en rationalisant l'économie. Il n'y a plus que le prix de marché. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, on sait ce qu'on doit payer, etc. En rationalisant le politique avec l'administration, on remplace le don par l'impôt. Primitivement, l'impôt était vu comme un don. Le roi sollicitait les dons de ces sujets. Voilà. Okay. Ce n'est que dons obligatoires. Don obligatoire, qui est devenu un don obligatoire, mais qui était perçu comme un don au départ. Voilà. Donc, il y a toutes ces mutations-là. Donc, tout ça pour dire que cette modernité démocratique, fonctionnelle, bureaucratique, a beaucoup d'avantages. Parce qu'elle permet de sortir de cette ambivalence, de cette indétermination des relations de dons. Et en même temps, si on s'en débarrasse complètement, il ne reste plus rien d'humain au sein de nos sociétés. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la pente sur laquelle... C'est la pente de plus en plus marquée. Qui est à tel point source de mal-être aujourd'hui. Tout à fait. Et ça nous coûte beaucoup d'argent d'essayer d'apporter des pansements. Mais bien sûr. Des pansements qui sautent tout de suite, mais qui se décollent tout de suite. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'urgence climatique à laquelle on est confronté recrée de l'inconditionnalité entre nous, potentiellement, qui pourrait créer un contexte favorable à la redécouverte de ce paradigme du don ? Et je suis un petit peu incertain là-dessus. Pour 2-3 raisons. La première, c'est que l'éco-anxiété, puisque c'est à ça que vous faites allusion, n'est pas en tant que telle porteuse d'action. Mais si on ne décrit pas un type de société vers lequel on veut évoluer, ça ne peut pas mobiliser. Ça suscite des relations de retrait. De toute façon, si c'est foutu, alors en attendant, on essaie de bien vivre. Voilà, point barre. C'est l'effet Titanic, on continue le bal. Tout à fait. Profitons encore un moment, monsieur le bourreau, on profite du bal encore quelques instants. Et puis, ce qui me gêne, c'est de ne pas voir qu'on ne peut pas véritablement s'y attaquer aussi longtemps qu'on n'attaque pas les choses encore plus à la racine. Attaquer les choses plus à la racine, ça veut dire attaquer un type, on a fait allusion finalement depuis le début de notre discussion, ça veut dire s'attaquer au type d'imaginaire social qui domine depuis une 50aine d'années, fondamentalement, et au type de relations économiques qui domine le monde depuis une 50aine d'années. Alors, donc, à la racine de ce qui domine actuellement notre monde, il y a ce capitalisme anti-spéculatif qui s'est affranchi du capitalisme industriel ou marchand qui avait précédé. Et puis, il y a cet imaginaire néolibéral. Et comme greed is good, l'avidité est une bonne chose, il est normal que tous les sujets humains cherchent à s'enrichir le plus rapidement possible. Alors, si je traduis, le seul moyen d'être reconnu à sa pleine valeur, c'est d'être le plus riche possible. Celui qui n'a pas une Rolex à 50 ans a raté sa vie. Voilà, c'est ça l'être. Voilà. Et puis, après, tout s'en déduit. Puisque les sujets humains ne sont que des homo economicus qui cherchent à s'enrichir le plus rapidement possible, le seul type de rapport qui leur convienne, c'est le rapport marchand, et éventuellement le rapport financier, voire le rapport spéculatif sur lequel il faut faire le plus d'argent possible, le plus vite possible, avec des bitcoins par exemple. Voilà.
Ça, c'est la matrice qui régit notre monde depuis 40-50 ans. Et si on ne s'attaque pas à cette matrice-là, c'est-à-dire si on ne réussit pas à montrer concrètement que cette vision du sujet humain est fausse, je pense qu'on n'arrivera pas à se mobiliser efficacement sur le réchauffement climatique. Donc, pour déconstruire cette matrice, vous proposez un nouveau paradigme, le paradigme du don, et vous donnez des clés d'entrée avec différents langages du don. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui. Tout le monde n'est pas dans le même registre. Voilà. Ce qui apparaît comme un don précieux pour certains n'est pas vu comme tel par d'autres. Alors, quels sont ces 4 langages du don qu'on décrit dans le livre avec Jean-Édouard? On peut voir que certains sont dans le registre de l'affection. Ils donnent de l'affection. C'est du côté de l'intérêt pour autrui ou de l'aimance. Voilà. Ils considèrent que ce qui est important, c'est l'affection. D'autres, au contraire, donnent de l'implication. Il faut s'engager. C'est du côté de l'obligation. Il faut être impliqué. On est militant, etc. C'est pas de l'affection. Il y a une cause. Il faut la servir. Il faut servir la cause. Voilà. D'autres, au contraire, sont dans le langage de l'inspiration. Ça peut être les artistes. Où moi, j'apporte ma création, ma créativité, mon inventivité. Voilà. Et puis d'autres sont du côté. Alors, est-ce que c'est vraiment du côté du don? C'est pas très clair. Du côté de la notoriété, du côté du renom, en quelque sorte. Ce qui est important, c'est d'affirmer sa valeur, justement, d'être renommé, d'être reconnu comme ayant beaucoup de valeur. Donc, si on reprend les 4 langages du don, il y a le champ de l'affection, le champ de l'engagement, le champ de... Quel était le 3e? L'engagement, c'est l'implication. Oui, l'implication. Le champ de l'inspiration. Le champ de l'inspiration et le champ de la reconnaissance. Oui, alors c'est le champ du renom. Du renom. C'est pas homogène avec les 3 autres. Mais c'est le champ de ceux qui pensent que ce qui est important, c'est de se faire un nom, fondamentalement. Voilà. De faire un... De se faire un nom, d'être reconnu. De se faire un... Et ça, en quoi ça contribue au paradigme du don? Ça y contribue. Est-ce que c'est l'ordre du don? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est dans leur motivation au don. En tout cas, c'est leur motivation. Okay. C'est leur motivation. D'accord. Il existe des ratés du don. Oui. Ces ratés, ce qui est intéressant, c'est que vous appliquez la même approche logique que sur les réussites du don. Oui. Donc, vous avez décrit tout à l'heure le cycle diabolique du don. Oui. Est-ce que vous en voyez les conséquences dans notre société? Le cycle diabolique du don, on le voit de plus en plus fonctionner, ça c'est évident. Ne tournons pas autour du pot. Il y a un grand discours actuellement sur les risques de guerre civile en France, on n'en est pas du tout là. Hein. Mais il y a quand même des débuts de sécession de quartiers qui n'ont pas été suffisamment pris dans la société, ou suffisamment reconnus justement. Hein. Donc, dans ce qu'ils pouvaient donner. Dans ce qu'ils pouvaient donner. Hein. Et qui ne reconnaissent pas ce qu'il leur est donné, à savoir de l'éducation, éventuellement des aides sociales, etc. Parce que, comme ils n'ont pas reçu de reconnaissance fondamentale, qu'au contraire, ils sont dévalorisés dans l'image sociale qui est donnée d'eux, ça crée une haine, un ressentiment absolument énorme, bien sûr. Et du coup, ceux qui, dans ces quartiers, représentent, sont dans ce registre-là. Alors, on dit toujours que c'est une toute petite minorité. Ce n'est pas qu'une toute petite minorité, parce que de proche en proche, par solidarité et affection, c'est quand même plus important que ça. Bien évidemment, dans ces quartiers, il y a tendance à dire « nous vous ignorons, nous n'avons rien à faire avec vous ». Les médecins qui sont là, on n'en a rien à foutre. Les pompiers qui viennent quand il y a un incendie, on n'a rien à faire. On ne reconnaît pas cette société qui ne nous reconnaît pas, voilà, en résumé. Bon. Et dès lors qu'on ne reconnaît pas cette société qui ne nous reconnaît pas, il est légitime de lui prendre, comme ça s'est passé dans les émeutes autour de Naël, bien sûr, où il y a eu à la fois de l'émotion, de la revendication, de la haine, de la tristesse, et puis aussi de la prédation, bien évidemment. Voilà. Mais ça joue dans cette catégorie sociale, mais ça joue évidemment dans d'autres... Parce que j'ai pris les cas les plus spectaculaires. Et, je ne parle pas du bien fondé, du mal fondé des uns des autres. J'essaie simplement de décrire une situation. Puisque l'État ne nous reconnaît pas, je suis bien placé pour voir que... Les médias aussi, enfin l'État, les médias... Les médias, les élites, etc. Tous ceux qui apportent de la reconnaissance, en fait. Voilà, qui pourraient apporter de la reconnaissance. Et c'est vrai que quand on vit, par exemple, là, c'est une petite ville de 1000 habitants, il n'y a plus de médecins depuis des années, il n'y a plus de commerce. Enfin, bon, c'est quand même, les impôts sont partis ailleurs. Il y a vraiment une déshérence de tout le milieu rural qui est très importante. Aux petites cantines, donc nous, on est plutôt en milieu urbain aujourd'hui. Notre proposition, elle est toute simple. C'est se mettre à table les uns avec les autres. Ça veut dire déjà qu'il faut sortir de chez soi,
prendre sa place à table. Oui. C'est pas si facile. Bien sûr. Je vois des convives qui parfois, symboliquement, en fait, cherchent leur chaise pendant Oui. 1 heure en disant je vais pas prendre cette chaise, je vais prendre celle-là, Oui, etc. oui, Ça, bien pour moi, sûr. j'y vois vraiment un symbole. Oui. C'est pas parce qu'on fait un repas partagé que ça se passe bien, que c'est Non, forcément non, source de bah, bien-être. bien Donc sûr, bien sûr, de bien quel bien-être est-ce qu'on parle? Oui. Et puis, on va s'apporter de la reconnaissance réciproque. Oui. Par la qualité de ce qu'on a dans l'assiette, Oui. on va nous parler de valeur, on va Oui. parler d'estime de soi. Oui, oui. Je crois que vous parlez des cadeaux qu'on peut se faire autour de la table, Oui. par la parole. Par la parole, c'est des dons de parole. Des dons de parole. Fondamentalement, C'est des ça. dons de reconnaissance réciproque. C'est de reconnaissance, oui. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, que ce soit une conversation entre amis, une conversation à la petite cantine, j'imagine, hein, c'est toujours pareil. Bien sûr, il y a les dons de nourriture, c'est tout à fait important, tout le monde est là en partie pour ça. Et puis, tant qu'à faire, si la nourriture est bonne, bah, tant mieux, tout le monde est plus content, ça c'est évident. Hein. Mais le plus important, c'est que la parole circule bien. Et que la parole circule bien, ça veut dire que chacun puisse la prendre à un moment ou à un autre. Il y a une dimension de rivalité qui est sous-jacente, hein, même dans l'échange de paroles. Qui va avoir la parole? Qui va être le bout en train? Qui va être celui dont on va écouter la parole? Ben, ça joue. C'est pas également réparti. Mais il faut en même temps que chacun y trouve son compte et que donc chacun puisse voir reconnue sa valeur, y compris de locuteur, de celui qui parle, de celui qui est autour de la table. Une valeur qui n'est pas économique, mais qui est relationnelle. Qui est purement relationnelle. Et qu'on peut caractériser de manière par laquelle on peut avoir une approche logique. Oui. Pas quantitative, non, mais logique. C'est mieux, vous disiez logique. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir dialoguer avec des institutions, au sens large, que ce soit Bercy ou que ce soit des personnes qui investiraient dans la R&D sociale, il faut pouvoir sortir de ce dialogue au doigt mouillé et pouvoir faire un discours par la preuve, qu'on va pouvoir parler de la même chose. Et que l'approche quantitative n'est qu'une toute petite partie de l'approche logique, et ça, on l'oublie. Bien sûr. Logique ou anthropologique? Moi, je préférais anthropologique. Hein, mais enfin, c'est très juste. Mais j'essaie d'avoir une approche logique de l'anthropologie. Et vous avez donné une dimension politique à votre école de pensée. Oui. Vous pouvez nous en dire un mot, je pense. Bien sûr, merci d'en parler. Ben, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Vous posiez la question de savoir si la mobilisation pour le climat va créer suffisamment de liens à tel point que ça permet de changer de type de rapport social. Ou de la violence. Ou de la violence. Il y aura aussi de la violence, bien sûr. Et je vous faisais part d'un certain scepticisme parce que il me semble qu'en amont même de la mobilisation légitime pour les enjeux climatiques, il y a des enjeux plus importants qui sont ceux qui touchent à l'imaginaire fondateur de notre société depuis une 50aine d'années, c'est-à-dire leur matrice utilitariste ou néolibérale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de néolibéralisme? J'ai essayé de le caractériser tout à l'heure en disant que ça repose sur un postulat. On va faire simple. Hein. La seule chose qui compte, c'est l'avidité. C'est de gagner le plus de fric possible. Et pourquoi est-ce que ça marche? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que ça a pris cette ampleur mondiale? Parce que fondamentalement, tous les régimes, même dictatoriaux, même chinois, etc., fonctionnent sur les mêmes postulats, même s'ils disent le contraire. Bon. Voilà. Ce dont il faut partir, à mon avis, c'est du constat que ce discours extraordinairement simple, mais efficace, efficient en tout cas, hein, ce discours extraordinairement simple a pris le relais, il a quasiment balayé tous les grands discours démocratiques, de la modernité démocratique. Autrement dit, le libéralisme fondateur, le socialisme, le communisme et l'anarchisme. Tous ces grands discours apparaissent, je ne sais pas qu'ils soient morts, il en reste des bribes, y compris des discours religieux, bien sûr, mais tous ces discours sont très largement démonétisés. Ils sont démonétisés pour deux raisons fondamentales, à mon avis. La première, c'est qu'ils reposaient tous, d'une manière ou d'une autre, sur le postulat, eux aussi, que les sujets humains sont des sujets économiques, que ce qui leur importe le plus, c'est de satisfaire leurs besoins. Et si on dit ça, ben, on est mal barré, parce que comme on ne peut pas pousser la croissance jusqu'à l'infini, on sait maintenant qu'on ne peut pas... le monde est fini, on ne peut pas produire toujours plus de biens pour satisfaire toujours plus de besoins, donc ça ne marche pas. Le postulat de tous ces discours, c'était que s'il y a du conflit entre les humains, c'est parce qu'il n'y a pas assez pour satisfaire les besoins.
Mais il n'y aura jamais assez pour C'est fondé sur une vision de l'argent et des ressources qui est fondée sur Faut- la rareté. Sur la rareté. Le Ouais. postulat central, c'est la rareté. Bon, ben, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est pas ça qui est à la racine du conflit entre les humains. Ça peut jouer, mais c'est pas ça fondamentalement. C'est ce désir de reconnaissance. Et deuxièmement, ben, tous ces discours reposaient sur l'idée que la solution politique allait pouvoir se trouver, s'édifier au sein des États-nations, grosso modo. Or, maintenant, l'échelle des problèmes est mondiale. Voilà. Donc, il me semble que nous sommes dans une situation de panne théorique et idéologique absolue. On voit bien que ce néolibéralisme produit des ravages absolus, il déconstruit et détruit absolument tous les liens sociaux sur son passage. Il rend impossible la solution du problème climatique, et en même temps, on n'a pas réussi à le supplanter. Pour des raisons matérielles évidentes, il y a énormément de fric derrière, énormément de puissance criminelle, énormément de puissance policière, énormément d'armées, énormément, etc. C'est très difficile de s'émanciper de ce système de pensée. C'est très très difficile, parce qu'il y a des moyens considérables pour C'est une toile d'araignée. C'est une toile d'araignée. Il y a tous ces moyens matériels, mais il y a quand même, et moi c'est ce qui m'importe le plus en tant qu'universitaire ou qu'intellectuel, il y a aussi le défi intellectuel à relever. Et ce défi intellectuel, ben, on en a esquissé quelques contours, c'est la question de la représentation du sujet humain, fondamentalement. Voilà. Et donc là, on a vu le volet, je dirais, anthropologique, on a vu des applications de ce que j'appelle le paradigme du don, soit au monde de l'entreprise, soit au monde des petites cantines, par exemple. On a discuté sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ces relations humaines autour d'un objectif apparemment relativement simple, manger ensemble. Voilà. Mais il y a un enjeu de philosophie politique, de manière plus générale. C'est un véritable enjeu de philosophie politique. Alors ça, c'est l'enjeu auquel essaie de s'affronter le mouvement convivialiste, quand j'ai lancé avec des amis il y a une dizaine d'années. Alors pour le dire très rapidement en deux mots, donc il y a eu 2 manifestes convivialistes qui ont été publiés. Le dernier chez Actes Sud en 2018, si je me rappelle bien. Non, 19, pardon. Donc juste après Œil pour œil, dent pour dent. Ce qui est intéressant, c'est que ce second manifeste convivialiste a été signé par près de 300 personnalités intellectuelles connues dans le monde entier. Parmi lesquelles, par exemple? Parmi lesquelles, je ne sais pas, Bruno Latour, Descola, Noam Chomsky. Donc sur tous les continents? Sur tous les continents, de 33 pays différents. À chaque fois, des intellectuels de renom? De renom de 33 pays différents. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ce qui est encore plus intéressant à mon sens, c'est que ces intellectuels, et c'est très frappant au sein du mouvement convivialiste français, viennent de bords idéologiques très différents. Il y a des gens d'attaque des forums sociaux mondiaux, et puis ça va jusqu'au centre droit, grosso modo. Et chez les convivialistes français, on discute notamment sur une liste commune, ben ça dure depuis 10 ans, personne n'est parti quasiment, sauf ceux qui étaient fatigués pour différentes raisons, mais par moments c'est un peu chaud. Oui, j'imagine. Mais au bout du compte, tout le monde a envie de rester ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sentiment d'une urgence commune à partager. À reconstruire une pensée sur un autre socle conceptuel. Voilà, ça c'est l'idée partagée. L'idée que ce n'est pas absolument impossible, qu'il y a des éléments qui ont été donnés dans les manifestes convivialistes. Et donc, puis en plus, on a tous un certain âge, pour être honnête. On a un peu de mal à recruter chez les jeunes, donc on se connaît bien les uns les autres. Chacun sait qui a écrit quoi. Donc ça évite les faux procès, on peut se localiser, on sait à peu près. Pourquoi ce nom convivialiste? D'où ça vient? Alors ça vient d'une rencontre qui a été organisée par un de mes amis qui était directeur de la Maison française du Japon il y a une douzaine d'années. Il avait organisé un colloque inspiré par Ivan Illich. Ivan Illich, vous pouvez nous en dire un mot? Penseur de la convivialité. Alors Ivan Illich est un ancien prêtre jésuite, ayant quitté les ordres, et qui est un des penseurs alternatifs principaux de la modernité. Il avait quitté l'institution et était très critique des institutions. Très critique de l'institution et dans l'institution. Et il a écrit certains des livres probablement les plus profonds sur la critique de la modernité, notamment en dénonçant ce qu'il appelle la contre-productivité des institutions, en disant toutes ces grandes machines bureaucratiques étaient parfaitement légitimes à leur début. L'hôpital, par exemple, c'est très très bien. Mais passé un certain stade, ça devient contre-productif. L'hôpital, à la limite, peut créer des maladies au lieu de les soigner. Il y a des effets de bord, des effets réversifs à partir d'une certaine échelle. Voilà, tout à fait.
L'école, a enseigné, etc. C'était très bien, mais à certains moments, elle se soucie tellement d'elle-même qu'elle n'enseigne plus véritablement. C'est par exemple ce que traduirait Jean-Claude Michéa, dont on parlait tout à l'heure, qui parle de l'enseignement de l'ignorance. L'école enseigne l'ignorance. Plus un lieu d'apprentissage. Voilà, ça mérite réflexion. C'est ce que Illich appelait la contre-productivité. Ça nous parle aux petites cantines, parce que nous sommes un réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 28 équipes dans le réseau, certaines qui sont en phase de montage, d'autres qui animent des restaurants déjà ouverts. Et on a déjà conscience que c'est important qu'on reste un réseau à taille humaine. Et que l'enjeu n'est pas de grossir de plus en plus comme une grosse grenouille qui finirait par exploser et par avoir un effet réversif, mais plutôt de, dès maintenant, commencer à transférer notre savoir-faire, pas juste de restaurants participatifs, mais de réseaux de restaurants participatifs, comme un mini-modèle, pour faire émerger d'autres réseaux avec d'autres couleurs, d'autres aires géographiques différentes, et qu'on puisse être un peu comme dans une forêt avec des espèces qui se stimulent et se nourrissent les unes les autres. Mais ça, c'est pas dans les modèles de croissance ambiants. Je suis très content que vous disiez ça. Tout ça, ça témoigne d'une grande sagesse qui n'est pas toujours partagée. On apprend en faisant, grâce à des penseurs comme vous. Si on peut servir à quelque chose, tant mieux. C'est pas toujours évident. Donc, on arrive au terme de l'échange. Je voulais rebondir sur la question de la confiance. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le don était un opérateur de la confiance. C'est l'opérateur de la confiance. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot confiance? Alors, c'est peut-être pas très facile, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un besoin de se remobiliser autour de ce terme parce qu'il est synonyme d'action. Oui. La confiance, c'est la probabilité raisonnable que les dons que l'on fait et que l'on veut faire seront payés de retour d'une manière ou d'une autre. Donc il faut croire que le gain sera supérieur à ce qu'on donne au final. Oui, mais là encore, je dirais, ça me gêne un tout petit peu parce que c'est une manière un peu utilitariste de poser les questions. D'accord. Du coup, pour essayer de vous répondre, je vais revenir justement à un passage de l'essai sur le don que j'aime bien. Tout à fait à la fin de l'essai sur le don, Mauss dit, et c'est lié à la question de la confiance, lorsque deux sociétés qui se connaissaient pas du tout se rencontrent. Il faut imaginer une période où il y avait un habitant au kilomètre carré. Elles n'ont que deux solutions. Soit se défier totalement, soit se confier totalement. Soit se défier totalement, ça veut dire soit on se méfie, on prend ses jambes à son cou, on se tire ailleurs, ou bien on entre dans le registre de la guerre, on défie l'autre. Voilà. Ou bien, si on ne fait pas ça, à ce moment-là, il faut se confier totalement. C'est le moment d'inconditionnalité dont je parlais tout à l'heure. Moment d'inconditionnalité qui est fondateur de l'alliance. Dès qu'on a décidé de ne pas se défier mais de se confier, il faut que la confiance soit absolue. Et comme le dit Mauss, il faut absolument tout donner. Tout ce qui est demandé doit être donné instantanément. Les enfants, les femmes, les guerres, les biens précieux, etc. Tout doit être donné. La moindre réticence à donner fait basculer dans le registre de la défiance. C'est seulement une fois que la confiance absolue aura été bâtie par un affichage d'inconditionnalité totale, je cesse tout calcul, je fais ce pari, qu'à ce moment-là, le rapport social sera construit, sera stabilisé, et qu'on pourra commencer à se demander qui gagne et qui perd, et commencer à faire les comptes. Mais il faut déjà bâtir cette confiance primordiale, sans laquelle il n'y a rien. Merci beaucoup, Alain Caillé, pour ce temps de qualité passé ensemble. Un grand merci à vous. J'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent à lire ce petit essai merveilleux, Œil pour œil, don pour don. Moi aussi, je vous incite véritablement, puisque ce livre a été un bide absolu. Quasiment personne ne l'a lu, sauf Diane et quelques autres. Voilà. C'est publié par Desclés de Brouwer. C'est très accessible et il y a plein de clés pour passer à l'action à l'intérieur. Merci beaucoup, Alain Caillé. Merci, Diane.